Bonjour Hugo Sodelman. Bonjour, Merci de nous accorder cette interview. Le dernier métro est trop content de vous avoir. avec plaisir. Donc, on a pu voir votre film en avant-première au Festival du Réel Mhm. à Paris il y a quelques jours. Et on avait quelques questions à vous poser. Déjà, on voulait surtout vous dire c'était un film super. Merci. Et ce qui m'a frappé le plus dans le film, c'est l'énergie qui se dégage de l'écran et toute la joie et l'élan de vie qu'on ressent. Et du coup, déjà pour ça, c'est juste génial. Et voilà, on voulait savoir un peu comment est venue l'idée de faire ce documentaire sur Belleville, comment est né le projet, même si vous avez aussi une histoire personnelle liée à ça. Enfin voilà. Alors, l'idée de faire ce film, donc Belleville nous verra toujours danser, c'est avant tout la rencontre avec la Perme Belleville, qui est le lieu dans lequel se passe le film, qui est un local associatif qui au départ est né comme une permanence juridique pour aider pour donner de l'accès aux droits aux personnes du quartier, notamment les jeunes qui subissent un harcèlement et des violences policières assez quotidiennes, avec beaucoup d'amendes, beaucoup de contrôles aux faciès. Donc cette perme, elle est née à la fois avec des avocates bénévoles et des grands frères du quartier, des activistes, des militants qui ont ciblé ce quartier, qui pour la plupart est le quartier de leur enfance, comme un endroit qui avait besoin d'accueillir les jeunes dans un espace qui permettait la parole. Moi, quand je suis arrivé dans cette perme, via l'une des avocates que je connaissais de ma vie privée, Mhm. j'ai eu le droit simplement de poser mes fesses autour de la table, d'écouter parler, de découvrir l'énergie dont vous parlez, euh, la, la, l'esprit collectif, la solidarité, les débats passionnants, une parole extrêmement libre. Mhm. Euh, et ça m'a énormément charmé. Je ne suis pas arrivé là-bas en me disant, ah tiens, je cherche à faire un film sur un quartier qui est pas loin du quartier dans lequel j'ai grandi. Tout ça est arrivé après, quand on se retrouve à intellectualiser un peu ce qu'on est en train de faire, à essayer de comprendre pourquoi on est en train de faire ce qu'on fait. Mais au départ, c'est avant tout une rencontre humaine. Euh, C'est de la simple curiosité en fait à la base. ouais, Ouais. ouais, c'est de la curiosité. On me propose de venir pour aider un ou deux jeunes à écrire un premier court-métrage ou à comprendre un peu comment fonctionne le travail documentaire parce que ça les intéressait. Puis je viens une ou deux semaines plus tard présenter mon film Soul Kids, le film que j'avais fait avant sur une école de musique à Memphis, pensant que ce serait un bon point de départ pour leur parler du travail documentaire, mais Puis un point de rencontre un aussi, point ça de vous. rencontre Ouais, évidemment. ouais. C'est-à-dire, ils se présentent à moi, je me présente à eux, C'est ça. d'une certaine manière. Et puis, au fur et à mesure des semaines, en revenant, en discutant, en rigolant avec eux, et puis en comprenant le- le- l'indispensabilité, la nécessité profonde d'avoir un lieu comme ça pour ces jeunes, ouvert, qui n'a pas d'horaire de fermeture précise, et qui les protège du contrôle policier. Ouais, qui s'adapte à eux en fait aussi Voilà. du coup. Ouais. Commence à émerger l'idée de faire un film. Mais j'aime bien penser que je fais les films que je peux faire plutôt que les films que je veux faire. Il y a Ok. aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a une possibilité, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui m'attire, il y a une curiosité commune. Et donc vient la possibilité qu'un documentaire peut commencer. Mais on n'a aucune certitude à ce moment-là. Et puis moi, le sujet, à ce moment-là, il est très flou. Ce qui Oui. m'intéresse, c'est les âmes, c'est les gens, c'est les débats, Mhm. c'est l'énergie que je retrouve dans cet endroit. Donc ça commence comme ça. Et puis le tournage, on décide tout de suite que pour avoir accès réellement à ce qui se passe dans cette perme et trouver une forme de fluidité et de travail collectif aussi, que ça va prendre du temps, qu'on va accepter le temps long, qu'on va accepter de tourner sur la longueur parce que au moment où on arrive, euh, en fait la perme est un petit peu un tournant. Les jeunes qui fréquentent cette perme depuis des années vont vers la vingtaine, ils ont 19, 20, 21, et donc vient un petit peu le moment où les bénévoles historiques de la perme, les adultes, commencent à les solliciter pour savoir si
il n'est pas temps pour eux de devenir un peu moteur de cette perme. Ok. C'est pour ça que le film commence par cette idée des clés. Est-ce qu'on Oui. peut avoir les clés? Ok, mais avoir les clés, ça ne veut pas juste dire que vous pouvez rester jusqu'à 3 heures du matin dans cet endroit, boire de l'oasis, et Ouais. voilà. Ça amène des responsabilités, en fait. Qu'est-ce que Ouais. si une famille arrive avec un enfant qui a des amendes et qui a besoin de conseils juridiques, comment vous faites? Alors oui, vous n'avez pas les compétences, mais en revanche, vous avez le réseau, vous avez les avocates Ouais. de la perme, vous devez pouvoir les accueillir, prendre un numéro de téléphone, leur conseiller d'appeler telle ou telle personne dès le lendemain. C'est ça la perme, c'est ça avoir responsabilité aussi de la perme, Oui. c'est comprendre quel est l'enjeu. Mhm. Et parce qu'on s'est aperçu que c'était ce tournant-là qui était en train de se jouer, le tournage a commencé. Parce qu'il y avait un moment qui était charnière. Ok, donc vous êtes arrivé pile au moment où il y avait plein de choses qui bougeaient en fait dans la perme, et du coup vous avez dû faire un choix sur comment je démarre mon histoire, quoi. Un petit peu quelle était l'impulsion, mais c'est pas au moment où j'arrive. C'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs mois que je D'accord, ok. fréquentais la perme, que j'avais rencontré les jeunes, Ok. qu'on se questionnait, que j'avais un petit peu compris les forces en présence aussi, qui sont Ouais. ceux qui parlent le plus, qui sont ceux qui Lead un peu lead un peu, voilà, exactement. Et puis pour comprendre cet enjeu de la passation, comme ça, de la transmission, il a fallu plusieurs semaines aussi, comprendre en fait le quartier, comprendre que c'était un quartier qui m'était à la fois très familier, parce que Belleville, au global, c'est un quartier que je connaissais, et en même temps, cette partie-là spécifique de Belleville, pas du tout. Et elle comporte plein de codes, plein une culture, un rythme, Une histoire. une histoire, absolument. Et donc, il fallait déjà le temps d'assimiler tout ça, Mhm. un minimum en tout cas, pour savoir où on mettait les pieds, comment se présenter au quartier aussi. On n'arrive pas comme ça dans un quartier avec des caméras, des perches, Ouais. etc. Donc, tout ça, c'est un travail préliminaire qui dure plusieurs mois. Mhm. Puis au moment où on commence le tournage, en effet, on croit à une trajectoire. On se lance avec cette trajectoire, mais qui a vacillé plusieurs fois, puis a reprise. Enfin, c'est plus complexe que simplement ils reprennent les clés et puis la permettent Oui, à oui, vous. oui. Et voilà. Et mais en plus, du coup, je pense que eux, ils ont toujours été un peu habitués à quand on les remarque, c'est du côté négatif. Mhm. Quand vous arrivez avec vos caméras, avec un projet de documentaire, effectivement, il doit y avoir un moment d'adaptation, de genre, attends, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vient chercher. Bien sûr. En fait, encore une fois, j'arrive pas avec un projet documentaire. J'arrive Oui, bien sûr, en tant que en Hugo. tant qu'ami Ouais. d'une avocate qui me propose de venir. Donc je n'arrive pas avec mes gros sabots en disant je vais faire un film sur vous. Ouais, ouais. Il y a d'abord une vraie phase de rencontre, d'approche. Puis au bout d'un moment vient l'idée de bon, tu fais des documentaires, vous comprenez bien que moi ça m'intéresse énormément ce qui se passe ici, que Mhm. je me sens concerné en fait tout Mhm. simplement. Ouais. Et donc quand on arrive pour la première fois avec mon chef opérateur avec les caméras, au bout de voilà plusieurs permes, euh, il y a déjà, je dirais, une dizaine de personnes avec qui on est assez à l'aise. Oui, il y a de la confiance Il déjà. y a déjà une confiance. D'accord. En revanche, la perme, c'est beaucoup plus que 10 personnes. C'est des gens qui viennent une fois toutes les 3 semaines parfois, qui passent une tête. Et en fait, c'est avec toute cette communauté au global de la place et de la perme. Les deux sont vraiment deux vases communicants, puisque la perme donne sur une petite place qui s'appelle la place Alphonse Allais. Mhm. C'est avec ces satellites, ces personnes satellites, que ça prend plus de temps, puisqu'on n'a pas forcément eu le temps d'en parler, d'exposer le projet. C'est des gens qu'on voit moins fréquemment, et en même temps qui sont vraiment membres de la perme et habitants du quartier. Et donc on est passé par plein de phases. Des phases où en effet il y avait de la méfiance. On m'appelait Bernard de la Villardière parce que en fait on savait pas ce que j'étais en train de faire ici. Ouais. Et tout le monde avait l'impression qu'on allait venir une fois, deux fois et puis repartir avec un sujet Oui. presque journalistique et voilà. Oui, du coup, leur image leur échapperait des mains ou... Absolument, bah évidemment, puisque je viens pas du quartier, mon travail ne leur est pas du tout familier, donc il y a cette méfiance au départ, et puis semaine après semaine, c'est ah, vous êtes encore là, vous êtes encore là, Ouais. ok. Bon, et au bout d'un moment, on connaît mon prénom, et puis au bout d'un moment, on connaît le prénom du chef opérateur, et puis de l'ingé son, et puis on a envie de passer à la caméra, donc il y a un peu de posture aussi, ceux qui veulent juste se montrer comme ça, puis qui comprennent qu'en fait c'est pas pour ça qu'on est là, donc qui se désintéressent peut-être un peu du documentaire pour certains, d'autres qui au contraire
prennent peut-être un peu en confiance parce qu'ils voient qu'on leur met un micro, donc ce qu'ils ont à dire nous intéresse. Voilà, ça a été pour chacun, je pense, des membres de la PERM, une trajectoire différente aussi vis-à-vis du documentaire. Un rapport différent au documentaire qui s'est installé, une confiance qui a mis plus ou moins de temps à se mettre en place. Et au bout de quelques mois, on faisait partie des murs. C'était presque quand on venait pas un jeudi, puisque la PERM était ouverte le mardi et le jeudi soir. Nous, on venait beaucoup le jeudi, toutes les semaines. Et parfois, quand on venait pas un ou deux jeudis de suite, c'était mais vous étiez où? Vous nous avez oubliés. Donc il y avait la bascule, au bout d'un moment, c'est faite. C'est-à-dire on faisait partie des murs et notre absence était presque plus perturbante que notre présence. Voilà. Parce que je pense aussi, vu que vous étiez là longtemps, vous étiez là dans les moments où il se passait rien, les moments où il se passait des choses, et du coup, je pense que inconsciemment, vous faisiez partie du rythme global, quoi. Absolument. Et puis ça donnait un élan aussi. Ça donnait encore plus envie, je pense, pour certains, de mener des débats, d'avoir envie de montrer quelque chose de positif de leur quartier aussi. Moi, j'ai beaucoup tenu ce discours auprès des jeunes en leur disant « je veux qu'on le fasse ensemble », dans le sens où je veux que vous preniez la mesure de ce que représente de faire un film et de participer à un film et d'exister à la caméra. Donc, pour la plupart, ils sont venus plusieurs fois chez moi, regarder des images, regarder ce qui s'était passé le jeudi d'avant, comprendre aussi un peu ce qu'ils pouvaient dégager. En fait, c'est difficile, sinon on ne se rend pas forcément compte. Et il y avait vraiment une envie de collaboration. Que ce film ne soit pas un film sur la PERM au sens propagandaire, mais qu'en revanche, il puisse relayer la beauté, la force de cet endroit et la joie qui existe, la solidarité qui existe dans ce quartier. Oui, c'est pas votre regard sur la PERM, c'est leur regard et ce qu'est la PERM, quoi. C'est le nôtre, ensemble. C'est forcément un petit peu mon regard, mais ça le devient encore plus au montage quand je dois faire des choix, qu'il y a eu tellement de débats, tellement de choses différentes. Je pouvais prendre le problème de... Par exemple, dans le film, la partie, le caractère permanence juridique de la PERM n'est pas forcément celui qu'on a le plus mis en avant par rapport à ce que moi j'ai pu vivre dans la PERM et le nombre d'interactions entre des habitants ou des habitantes du quartier et des avocates. D'abord parce qu'il y a une question de pudeur et on ne peut pas tout montrer, voilà. Mais aussi parce que la PERM est tellement riche qu'il fallait faire des choix par rapport à quelle facette de la PERM on décidait de mettre le plus en avant. Donc on est passé par plein de phases où on se disait ah tiens, il faut quand même que le film y raconte aussi vachement le rapport qu'ont les bénévoles aux plus jeunes, cette idée de transmission, puis ensuite le caractère juridique, parce que tout le problème des amendes et des contrôles aux faciès, c'est quand même vraiment au cœur de la PERM. Et en même temps, on s'est aperçu que si on plongeait trop dedans, ça ferait peut-être basculer le film dans quelque chose de très factuel et de très sociologique, là où on avait envie que le film reste jouissif et connecté aux âmes, encore une fois, qui composent la PERM. Donc, quitte à sacrifier certaines facettes qui sont pour autant très importantes, il fallait faire des choix, et mon regard, je pense qu'il se joue beaucoup là aussi. Mais pendant le tournage, on parlait beaucoup. Alors, il ne s'agissait pas de savoir, de les impliquer sur à qui on allait mettre un micro, où est-ce qu'on allait placer notre caméra. Mais en revanche, ok, qu'est-ce que vous voulez faire la semaine prochaine? On fait quoi à la PERM la semaine prochaine? Est-ce que vous allez jouer au foot? Est-ce qu'on n'irait pas à la chicha? J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux protagonistes du film, je propose, vous disposez. Ok, je vois. Voilà. Je propose plein de choses qui correspondent, en tout cas selon moi, au moment, à l'énergie, à l'endroit, à ce que moi je comprends du contexte. Et eux disposent en fonction de ce qui les met à l'aise, ce qui les met moins à l'aise, ce qu'ils ont envie de défendre ou non. Mais du coup, pendant le montage, vous avez fait appel à eux ou pas, parfois? Non, pas en salle de montage. D'accord. Parce que là, je pense que c'était un moment où, et d'ailleurs mes productrices m'ont énormément apporté, et ma monteuse, sur cet aspect-là. Moi, j'étais très proche émotionnellement de la PERM. J'avais vécu presque 3 ans à la PERM. Je me sentais presque membre de cette association. Et j'avais besoin de recul au montage. J'avais besoin, au contraire, de prendre vraiment ma position de réalisateur qui fait des choix. Et j'avais envie d'un film de 3 heures qui montre absolument tout le monde. Et j'avais tellement envie de partager la générosité qui existe dans ce lieu.
Et j'avais besoin de garde-fous, et mes productrices et ma monteuse ont été très précieuses dans ce travail-là. Et donc, je n'ai pas beaucoup impliqué l'équipe de la perm à ce moment-là. En Ok. revanche, pendant tout le travail de dérochage, mais qui s'est fait presque en parallèle du tournage, puisqu'on tournait une fois par semaine, donc on regardait les images chaque semaine. Là, je les ai beaucoup impliqués parce que j'avais besoin d'avoir des clés, de comprendre aussi ce que je voyais. Et le tournage n'était pas suffisant pour ça. Il se passe tellement de choses, c'est un quartier tellement riche, tellement complexe, des problématiques comme les problématiques de droit, de gentrification, de racisme, de besoin d'exister dans un quartier qui t'enferme de plus en plus dans un espace public qui devient invivable, Mhm. sont des problématiques que j'ai eu besoin de comprendre en profondeur à travers la parole de tout le monde. Et c'est pas seulement ce qui se passait à la perm, c'était tous les coups de fil que je passais. Je passais ma semaine à parler avec les uns les autres au téléphone, ou à prendre des cafés. Donc ça a beaucoup été pendant le tournage. Pendant le montage, je pense qu'on avait assez d'éléments. Je connaissais suffisamment bien la perm pour trouver mon endroit de narratif. Mhm. Voilà. Et puis après, faire des choix, tout le monde a son ego, tout le monde a envie de se voir ou de ne pas se voir, en Oui. fonction de comment on a l'impression d'être à l'image ou Mhm. de Ce qu'on parler, dégage, ouais, etc. ouais. Voilà. Donc il fallait absolument que je me protège de ce rapport-là que eux pouvaient avoir, ce que je comprends parfaitement. Mhm. C'est difficile d'être à l'image pour certains, c'est très facile, pour d'autres, c'est plus difficile. Oui, quand on n'est pas habitué, oui, c'est sûr que ça impressionne. C'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que ça commence sur quelque chose de très, du coup, juridique, la perm, ce qui Mhm. se raconte, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le côté filmer un peu une fatalité, dans le sens où, dans ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, le côté on se fait tout le temps contrôler, machin, etc., qui part d'un contexte juridique de la perm et qui s'échappe en fait dans la rue, parce qu'après, entre eux, ils se disent non, mais en fait, moi, mon avenir, j'ai aucun espoir, quoi. C'est-à-dire que je suis née ici, je vais finir ici. Et je voulais savoir, est-ce que c'était un point, un fil rouge un peu, ou si vous avez pris ce qu'on vous a donné, que ça pop-up comme ça dans le film et ça vous échappe en fait? Il y a des deux. Ok. À la fois, c'est peut-être mon point de vue là. Moi j'ai grandi donc dans un quartier à Ménilmontant, très proche de Mhm. Belleville, et je n'aurais jamais imaginé, avant de rencontrer la perm et avant de faire ce film, que certains jeunes du même quartier, qui est quand même un quartier aujourd'hui qui coûte cher, qui est au centre de Paris, qui est dans tous les guides sur Paris, etc., que les touristes viennent visiter. J'aurais jamais imaginé que des jeunes puissent se sentir aussi isolés en fait, Mhm. dans un quartier comme ça, qu'ils puissent ressentir Belleville comme on pourrait ressentir une banlieue un peu Oui. éloignée, où on a l'impression de ne pas avoir accès Mhm. à tout un monde. Mhm. Alors que pour les Bellevillois, ce monde-là dont on parle, de culture, de richesse, de gentrification, etc., il est au bout de la rue. Mhm. Et donc d'entendre ces jeunes dire bah moi Belleville, enfin je suis condamné si je reste à Belleville, c'est une parole que j'aurais jamais imaginée. Alors que je peux l'imaginer à Montfermeil, ou je Oui. peux l'imaginer dans d'autres zones d'Île-de-France par Mhm. exemple. Bah, ailleurs en France aussi, mais Mais ce qui est dingue, c'est que moi j'ai grandi à Pyrénées. Mhm. Et je sais que pour moi, Belleville, c'était le carrefour de. Enfin, c'était ouais, un carrefour, un point de rencontre de plein de flux différents, etc. Donc c'est vrai que quand je les entendais dire ça, j'étais assez étonnée. Mais pour moi, c'est l'épicentre de plein de choses, quoi. Il se passe plein de choses à Belleville, quoi. Il se passe plein de choses, et en même temps, il y a des vraies barrières. C'est-à-dire qu'il y a une mixité, mais cette mixité n'est pas gage de vrai brassage, de vrai Oui, mélange. Les ok. communautés vivent les unes à côté des autres sans pour autant se rencontrer réellement. Et Mhm, d'ailleurs, je pense que dans le film, le film en témoigne. mhm, Euh, que ce soit la scène où Homer vient inviter des gens qui sont là pour un vernissage dans une galerie. C'est vraiment deux mondes ouais. que 50 mètres séparent. Ou cette scène où on montre à la fois les terrasses remplies de blancs, Mhm. qui ont l'habitude, qui ont un pouvoir d'achat qui permet aussi d'aller boire des verres en terrasse, De faire etc. Et vivre puis Belleville aussi. qui Et ont culturellement cette oui. habitude-là. Et de l'autre côté, les jeunes, pour la plupart noirs, qui
pour qui la place, et en l'occurrence la diffusion d'un match de foot, et la sortie de la semaine. Et l'espace public, il est de plus en plus rétréci, il se rétrécit de plus en plus autour d'eux. On enlève les bancs, on contrôle les jeunes dès qu'ils restent un peu tard le soir dans la rue. Donc en fait, on leur empêche d'exister dans leur espace, ce qui fait qu'ils ont le sentiment Ça se renferme qu'ils sur eux, suffoquent, en fait. qu'ils ne pourront pas se reloger quand ils quitteront le foyer familial, parce que y a les logements, les loyers sont très chers à Belleville, que pour obtenir un logement social dans Paris, c'est très difficile. Oui, il faut moins de 10 ans. Voilà. Ouais. Donc ils ont aussi conscience de ça, que le quartier il change et que c'est pas forcément à leur avantage. Ça peut l'être, ils peuvent en profiter parce qu'il y a des connexions à faire profondes. Et je crois que la Perme était un endroit qui permettait ça. La preuve, c'est que moi j'ai pu y entrer venant d'un autre milieu. Voilà. Après, à force d'entendre ces choses-là, j'ai évidemment eu envie de le questionner. Parce que moi, je me sentais faire partie de ceux qui sont en terrasse, ceux qui ne connaissent pas cette place. Donc évidemment, il y avait aussi voilà, ce désir de trouver mon endroit à moi, et comment je pouvais aussi parler à ma communauté, si j'ose dire, à travers ce film. Mais avant tout, parce que je sentais que c'était une problématique qui devenait de plus en plus concrète pour eux. Ils voient leur quartier changer, ils approchent d'un âge où ils commencent à gagner leur vie, et donc à se demander où est-ce qu'ils vont habiter quand ils seront grands, quand est-ce qu'ils vont quitter chez leurs parents, etc. Et la perspective de ne pas pouvoir se reloger dans son quartier, ou de sentir que y a des forces dans le quartier, dans cette partie du quartier auxquelles ils ne pourront pas échapper. Je pense par exemple que la trajectoire d'Afali, qui est un des jeunes de la Perme, qui veut écrire un court-métrage à la Perme parce qu'il est dans un endroit où il y a cette possibilité, où il y a cette ouverture, et qui, le lendemain ou le surlendemain, se fait monter la tête, va faire une bêtise, et se retrouve empêché d'une certaine manière par des forces présentes dans le quartier, avec lesquelles il a grandi, et l'un n'empêche pas l'autre, en fait, quand on grandit dans un territoire comme ça, avec malheureusement parfois des influences qui peuvent être assez négatives. On peut en fait basculer d'un versant à l'autre, d'une facette à l'autre du quartier assez brutalement. Donc voilà, tout ça tout ça s'est fait de manière assez organique. Moi, je n'écris pas, c'est plutôt un défaut pour financer les films, mais je n'écris pas beaucoup mes documentaires. J'ai plutôt tendance à m'inspirer énormément des premières images que je tourne, faire beaucoup de repérages filmés, travailler un petit peu en montage, en pré-montage, en dérochage la matière, et ressentir les choses, et commencer à penser un peu les scènes ou l'aspect narratif du film à travers des moments tournés. Oui, d'accord, je vois. À travers des débats. C'est plutôt les débats qui étaient menés dans la Perme, la parole de ces jeunes, qui me donnaient envie d'approfondir. Du coup, le film s'est fait sur le moment du tournage, pratiquement, et du montage, quoi. Absolument. Mais du coup, ça vous demande de passer beaucoup de temps sur le terrain. Oui. Ok, vous êtes quelqu'un du terrain, quoi. Oui. Ouais, ok, d'accord. Et je voulais savoir aussi, parce que dans le cadre du festival, on a vu plein de documentaires différents, avec plein de styles différents, etc. À votre avis, comment on filme l'intime ? Est-ce que justement c'est le temps qui permet ça ? Est-ce que c'est une manière de faire ? Est-ce que c'est une forme qu'on cherche ? C'est quoi ? Chacun a sa méthode pour filmer l'intime. Je sais pas, en tout cas la mienne, celle que moi j'ai pu expérimenter avec ce tournage et le précédent, c'est la communication, déjà beaucoup la confiance. Tout part de là. Et moi, ma manière de gagner la confiance des gens, c'est le temps. Déjà, le temps que j'y passe, en effet. Le temps que je passe mais avant même de filmer, simplement se rencontrer. Vraiment, et pas seulement se rencontrer, moi, dans ma position de cinéaste, mais me présenter en dehors de ma casquette de cinéaste, inviter les gens chez moi s'il faut, aller boire un verre, se raconter nos vies intimes aussi. Moi, j'ai envie qu'ils me connaissent et qu'ils puissent, typiquement...
il était indispensable pour moi que je puisse me faire charrier comme tout le monde se fait Mhm. charrier à la perme, qui n'est Mhm. pas du tout une forme, non pas hiérarchique, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais un espèce de statut comme ça qui me serait confié parce que j'ai la caméra dans les mains ou Mhm. parce que je suis dans cette position de réalisateur. Il fallait absolument que les choses puissent être beaucoup plus ouvertes et fluides que ça, que je sois un membre de la perme en fait. Mhm. Donc c'est aussi être un peu caméléon et, euh, et puis surtout parler, s'intéresser aux gens, leur montrer que qu'on est curieux d'eux, que leur parole a du sens, a de la valeur, et puis qu'on n'est pas là pour un quickie. Mhm. Oui, oui. Voilà, Mhm. qu'on est là parce qu'on est concerné. Euh, Après, il y a aussi moi une manière que j'ai, je crois, dans mes films, à travers l'image, d'essayer de toucher à quelque chose d'intime, c'est de beaucoup filmer les visages et de beaucoup filmer l'écoute. Ok. Je trouve que l'écoute raconte la manière dont on écoute, la manière dont un visage évolue pendant une conversation. Des fossettes, une manière de froncer les sourcils, Même de sur le regard les mains ou ouais. qui touchent quelque chose ou pas, bon, même si c'est rarement pratique pour le son, mais Ouais. tout ça me raconte tout autant qu'une prise de parole. Oui. Et donc je crois que dans ce film, comme dans Soul Kids, mon film précédent, on s'est beaucoup intéressé à l'écoute, à la manière dont les conversations, les débats étaient non seulement animés mais vécus, même par ceux qui prenaient moins la parole. Parce que tout le monde n'a pas la même énergie à la perme. Il y en a qui prennent beaucoup la parole, d'autres qui écoutent, mais qui participent à leur manière, de manière peut-être un peu plus passive, mais qui participent profondément au débat. Mhm. Et j'avais autant envie de m'intéresser à cette manière de vivre la perme qu'à une manière peut-être plus vocale. Mhm. Et donc filmer les visages. Filmer les Ok. visages et être patient. Ne pas, c'est pour ça qu'on a beaucoup tourné au trépied. Ok. On voulait pas du tout. La perme, il y a tellement de mouvements que si on est à l'épaule, on a tendance à bouger tout le temps. Et à Oui. avoir envie de suivre la parole, à avoir envie de suivre le mouvement. De se faire Alors, piéger par ce qui se passe, quoi, un peu. absolument. Ouais. Et être au trépied nous obligeait à s'armer de patience, à ne pas chercher toujours à couvrir la parole, mais à couvrir l'énergie. Et Ok. donc à rester à un endroit et à accepter que il y a du mouvement, il y a des entrées, il y a des sorties de chant, mais Il y a des moments où il se passe rien et voilà, ouais, c'est ok, quoi. absolument. Donc c'est un peu à l'usure, mais même si on l'a pas vécu comme ça, mais je veux Mhm. dire voilà, avec le temps long. Oui. Et puis la parole, la rencontre, la communion, l'idée que c'est en fait c'était pour ça qu'on voulait vraiment faire le film ensemble. Il fallait pas du tout qu'ils aient l'impression d'être regardés, épiés, jugés d'une certaine manière, en bien ou en mal, mais Mhm. il fallait qu'ils prennent possession aussi de ce film pour qu'on fasse quelque chose de sincère, Oui. tous ensemble. Et vous avez combien de caméras avec vous pendant le tournage? On avait deux caméras pendant le tournage. Ok. Euh, une qu'opérait mon chef opérateur Adrien Vedel et une autre que j'opérais moi. Et du coup, à chaque fois que ce soit en extérieur ou à l'intérieur dans la perme en trépied, c'était tout le temps deux caméras. Alors, à l'intérieur, c'était à 95% de caméras. À l'extérieur, un peu moins. Ça dépend des scènes. Quand on est sur la place et qu'on a nos repères, etc., parfois on était à deux caméras, plutôt à l'épaule quand même à l'extérieur, parce qu'on a plus d'espace, parce Mhm. que la perme, c'est un endroit vraiment petit avec beaucoup de monde. Donc c'était une logique différente que Ok. les scènes qu'on a tournées à l'extérieur. Et à l'extérieur, à la perme, tout peut se passer à n'importe quel moment. Les gens peuvent décider de sortir d'un coup, rentrer. Il peut y avoir 5 personnes et puis d'un coup 25. Voilà. À l'extérieur, on savait un peu plus ce qu'on tournait en général. Parce que c'était pour un événement, le concours de Thièbes, Belleville en vrai. Mhm. Voilà, il y avait des scènes qui étaient peut-être un peu plus, non pas préparées, mais on savait un peu plus comment allaient se dérouler les Ok. choses. Donc on pouvait se permettre d'être un peu plus à deux caméras. L'idée d'être à une caméra, pardon. L'idée d'être à deux caméras, c'est pour ne jamais les interrompre. C'est pour qu'au moins on Ok. puisse couvrir les choses tout le temps. Pour laisser vivre le Voilà. moment, l'espace. Il Ok. s'agit de ne jamais faire répéter quoi que ce soit, que la caméra n'empêche jamais le moment. Et tant pis si on rate quelque chose, et avec deux caméras, on a bon espoir de couvrir une bonne partie d'un dialogue, d'un moment. Ok. C'était surtout ça l'intention. Ok. Et après au montage, ça aide beaucoup. Oui, j'imagine.
Une question, parce qu'un truc qui m'a aussi frappée, c'est le côté où on est dans la perme, il se passe plein de choses, même si on est en trépied, caméra fixe, etc. Et limite, il y a autant de mouvements que dehors. Et quand vous êtes dehors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc où c'est en train de marcher, c'est en train de bouger, c'est en train de faire... Et au montage, c'était, comment dire, quelque chose que auquel vous aviez fait attention, ou parce que du coup, j'ai l'impression que le film se résume à ça, en fait. C'est une espèce d'élan et de mouvement. C'est cette histoire des vases communicants entre le dedans et le dehors. La place, la perme. La perme, la place. C'est pour ça que le local, l'adresse du local, de la perme, était essentielle. Parce que la place, c'est le lieu de ralliement de ce quartier. Pour cette communauté-là. Les petits qui viennent jouer au foot, les grands qui s'asseyent sur les bancs, les mamans, les papas qui viennent chercher leurs enfants à l'école. C'est vraiment le centre névralgique du quartier. Et la perme est ce lieu ouvert à partir de 19h où d'un coup il fait froid, il y a la police, il n'y a plus de bancs pour s'asseoir, il n'y a plus de lumière pour jouer au foot. C'est là qu'on peut venir. Donc ça bouge, ça rentre, ça sort et on voulait vraiment essayer de retranscrire cette énergie-là, ce rapport au topos, au lieu. Et on avait un autre défi au montage qui était que quand il y a des très longs débats à la perme qui sont très importants, nous on en a filmé beaucoup, il en reste 2 ou 3 dans le film, et ce sont des moments assis qui peuvent durer assez longtemps. La perme est un endroit qui n'est pas très joli esthétiquement, car un local associatif, c'est parfaitement normal. Et donc le défi, c'était qu'au film, qu'au montage, on ne tombe pas dans quelque chose de trop assis, de trop installé. Oui, ça aurait pu être un gros piège, quoi. Voilà, déjà que les scènes de débat peuvent être longues, mais c'était l'intention profonde de respecter la longueur, la manière dont la parole se déploie, c'était essentiel. Et donc il fallait un peu choisir nos batailles aussi. Si on voulait que ces scènes soient longues, si on voulait assumer ces débats en profondeur, il fallait que le reste du film soit assez jouissif, assez en mouvement, avec suffisamment d'énergie pour compenser d'une certaine manière. Donc c'est aussi pas mal là que ce sont des questions qu'on s'est beaucoup posées au montage. Et à un moment donné aussi, parce que je me dis, si vous étiez dehors en train de filmer, etc., est-ce que ça n'a pas attiré l'attention de la police ou des choses comme ça qui font qu'ils sont plus intervenus que d'habitude, ou ça les a justement protégés quelque part ? Je pense que ça a plutôt agi à l'inverse. Je ne sais pas si ça a protégé, mais en tout cas, les caméras attiraient à la fois des gens du quartier, évidemment, beaucoup les petits, les plus jeunes, qui ne comprennent pas, qui se demandent ce que c'est, un peu comme ce qu'on voit dans la première séquence du film. À la fin, est-ce qu'on peut venir ? On voit des caméras, on a envie d'en être. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on a envie d'en être. Parce qu'il y a un moment où vous filmez la police. Absolument, dans cette première scène. En fait, c'est le seul moment où nous, on a assisté à un contrôle. Où nous, on a insisté. Voilà. Si il y avait eu plus d'interactions, plus de moments où la police était intervenue, il n'est pas interdit qu'on le montre dans le film parce que c'est tellement quotidien pour eux, essentiel, je pense qu'on s'en serait pas privé. Après, est-ce que ça rentrait dans le film ou non ? Tout ça sont des suppositions. Mais la scène du film où on montre l'intervention de la police, c'est la seule fois où réellement la police est intervenue pendant le tournage. Et ils vous ont demandé d'arrêter de tourner ou ils étaient... Ils ont fait comme avec les jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'intimidation. Ils sont sortis de la voiture avec des gazeuses, ils nous ont regardés, d'ailleurs on finit le plan sur un regard caméra du policier. Mais ils n'avaient pas le droit de nous demander d'arrêter parce que c'est légal, on a le droit. Quand on est moins de 5, on n'avait pas d'autorisation de tournage vraiment, mais en fait quand on est moins de 5 personnes avec une caméra, on ne peut pas nous empêcher de filmer, on a le droit. Et la police a le droit d'être filmée. Donc dès lors qu'il ne s'agit pas d'insultes, il ne s'agit pas de... On ne met pas en danger le policier qui est filmé, ce qui n'est pas le cas dans notre scène. En fait on a le droit, donc c'était de l'intimidation, ils nous regardaient mais ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas nous demander d'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on a continué. Ok. Et vous avez filmé toute la séquence, parce qu'on voit qu'un court instant dans le film, et vous avez monté exprès que ce passage-là en termes de rythme, ou au bout d'un moment l'intimidation a marché entre guillemets dans le sens où vous avez dit bon bah ça sert à rien, on va arrêter de tourner.
Non, on s'est arrêté au bout d'un moment parce que je sais plus exactement combien de temps dure le plan après notre point de coupe dans le Ouais, film. Mais on n'a pas filmé 15 minutes de d'accord, plus. ok. C'est, on voulait les filmer parce qu'on voulait montrer ce rapport à l'intimidation, parce qu'ils Ouais, ont arrêté personne. À ce moment-là, oui. personne faisait de bêtises, il n'y avait Mhm, pas de raison de sortir d'une voiture avec des gazeuses. mhm, Donc on voulait profondément montrer ça. On voulait montrer leur rapport à notre caméra, mhm. donc ce regard caméra. Une fois qu'on a dit ça, Oui, ce qu'on voulait, s'il y avait eu un contrôle, s'il y avait eu quelque chose qui nous paraissait nécessaire à montrer à la suite de cet instant qui est resté dans le film, on l'aurait fait. ok. Ok, je vois. Et une autre question pendant le débat, parce que du coup on était là pendant la projection samedi, pendant la discussion après, il y a une des spectatrices Mhm, qui a dit voilà, c'est dingue parce que je vois que des noirs à l'écran et je vois que des blancs dans la salle. mhm. Est-ce que du coup vous pensez que le documentaire, le format documentaire va reste dans un, comment dire, pour un milieu un peu élitiste ou blanc et du coup il pourra pas voyager peut-être autant que ce que vous voulez. Est-ce que c'est un rapport qui vous a parlé? Oui, c'est une question, la question qu'a posée cette Oui, journaliste me paraît essentielle, me oui. paraît extrêmement juste Mhm. comme réflexion. Euh, m- on a très envie que le film puisse être vu par un public le plus varié possible, le plus large possible, des jeunes, des moins jeunes. Ouais. Moi, d'expérience, je sais que le public qui vient en salle voir du documentaire, c'est très souvent un public soit de scolaires, Mhm. soit de seniors, Oui, et la plupart blancs. oui. Je l'ai expérimenté, moi, Même avec les autres films. avec mes films Ouais, ouais. précédents. Là, on est au tout début de l'exploitation du film Belleville nous verra toujours danser. Donc, pour l'instant, j'ai moins le regard, mais je trouve par rapport à d'autres projections que j'ai faites que la projection de samedi au réel était plus mixte que Ah ouais? pas mal d'autres que j'ai faites. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une grande majorité de personnes blanches dans la salle, Oui, oui. mais moins que dans d'autres D'accord. euh, auxquels j'ai pu participer. Je pense que c'est un travail qui nous appartient d'abord à nous, euh, réalisateurs, producteurs, productrices, diffuseurs, exploitants, distributeurs, Mhm. d'amener le film, de ne pas seulement compter sur un public qui n'a pas l'habitude de payer 10 euros pour aller voir un film, Ouais. d'être abonné à la page Instagram du cinéma du réel. En fait, c'est autant à nous d'attirer les spectateurs que d'aller vers eux, que d'accepter que peut-être l'exploitation d'un film comme celui que j'ai fait doit s'affranchir de certains codes, notamment de codes économiques, Mhm. euh, et aller offrir. En fait, si on veut que ce film, que le public du film soit varié, il faut d'abord donner. Et Oui. donner veut dire aller projeter ce film Le gratuitement montrer. sur la place, Mhm. à Belleville en vrai, Mhm. dans des quartiers, Mhm. et croire profondément à cette idée d'un bouche à oreille. Ouais. Mais pour ça, je pense il ne faut pas forcément attendre que ce public vienne là où il n'a pas du tout l'habitude de venir, Oui. là où en fait ça coûte cher, ça coûte quasiment autant qu'un abonnement à Netflix. Mhm. Voilà. Oui. Donc en fait, c'est un peu hypocrite d'attendre, de se dire mais pourquoi ils viennent pas? Mhm. Ils viennent pas parce que ça coûte cher, parce que c'est pas dans leur culture, parce que c'est pas une habitude. Mhm. Et pour créer cette habitude, je pense que le premier geste doit venir du milieu du cinéma, de ce Oui, des milieu lieux. Ouais, ouais. des festivals, mais Ouais. autant que des productions et des équipes de films, Mhm. de faire le choix, de faire le geste d'aller offrir les films Mhm. dans un premier temps, Mhm. en croyant profondément que le bouche à oreille existe, que la parole, elle peut circuler. Mhm. Oui, c'est parce qu'effectivement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais en fait, il mérite d'être déjà projeté sur un grand écran parce que, à l'image des personnalités qu'on a dans le film, des jeunes, ils ont tous des personnalités ultra. Enfin, qui est belles, quoi. Et en fait, elles méritent d'être juste vues et dans des endroits où, en fait, ouais, c'est des grands écrans, c'est des endroits genre le Max Inverse, ça serait incroyable, par exemple, qui passe là-bas. Après, Et en puis termes techniques, Et puis mais surtout de communier. oui, C'est-à-dire au-delà du grand écran, il y a cette idée, vous avez assisté à la projection de samedi, ouais, pouvoir débattre ensuite avec les gens qui oui, vivent les réalités dont on parle dans le film, les personnages du film, change aussi l'expérience collective et la oui. communion autour d'un film pour les spectateurs.
Et moi, c'est à ça que je crois beaucoup. Oui, oui. Au-delà du grand écran, le grand écran, évidemment, permet une immersion plus grande. Oui. Mais au-delà de ça, le fait de vivre un film ensemble, de rigoler aux mêmes choses, de savoir si son voisin a été ému ou non devant le film, ça change beaucoup de choses aussi sur la manière dont on interprète une scène, un film, une énergie, une humeur. Et du coup, le débat, en fait, post-séance, limite, fait partie du film, en fait. Pour moi, c'est la moitié du job. Ouais. Enfin, même pas du job, c'est la moitié du plaisir. D'accord. Le film est à la fois un film et doit pouvoir se suffire à lui-même. Et en même temps, je pense que c'est aussi un point de départ pour des conversations. Et d'ailleurs, c'est le prolongement de ce qu'est la perm. Oui. La perm est un prétexte, est un lieu associatif qui est un prétexte pour créer du lien au sein d'un quartier. Et je crois que le film suit ce désir, absolument, ce geste. Oui, c'est-à-dire que la perm renaît en fait dans le débat après la projection, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé dans le débat après la séance, et pas seulement dans celui-là, dans d'autres que j'ai pu avoir autour du film, c'est qu'on me pose presque moins de questions sur l'objet cinématographique que sur les sujets qui traversent le film, que sur les conversations, que sur la vie de la perm. Et pour moi, c'est une vraie victoire. Non pas que j'ai pas envie de parler de l'objet cinématographique, mais je trouve encore plus important de parler de ce qui se passe dans ces quartiers, de parler de ce qui se passe à la perm, de parler de ce pourquoi les jeunes ont trouvé un vrai endroit de refuge là-bas, et de pourquoi ils ont besoin d'un endroit de refuge. Et une question du coup, avec ce film, est-ce qu'il y a des projets de certains jeunes qui sont à l'écran, qui ont émergé depuis, qui ont vu le jour? Parce que par exemple, Solo a fait son expo dans la librairie en face après la projection. Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu décollé, que le film a permis de faire évoluer? Bah oui, le travail de Souleymane, donc Solo, son travail photo, Ça, c'est extraordinaire. il a été, on l'a beaucoup encouragé, moi avec le film, mais aussi beaucoup de membres de la perm, à faire son expo pour le film, à Belleville-en-Vrai. Enfin, pas pour le film, pour Belleville-en-Vrai, mais aussi parce qu'il y avait le film derrière et que c'était une super opportunité aussi pour le film d'avoir son expo photo. Et on a profité de ça et de cet élan pour désormais, comme les débats après le film, en fait, à chaque fois qu'on fait une projection, on essaye de proposer de faire une expo avec. Une expo photo avec. Donc on l'a fait à Bordeaux, au FIFIB, on l'a fait à Genève, au FIFDH, où Solo a exposé son travail pendant une semaine, pendant toute la durée du festival, qui est un festival du film des droits de l'homme. C'est génial, ça. Et l'idée, c'est de continuer à chaque projection. Quand on peut organiser un concert des rappeurs Walter, Ranel qu'on voit dans le film, on le fait aussi, on l'a fait à Bordeaux. Donc à chaque fois, ça demande pas mal d'investissement de la part des gens qui nous accueillent, mais on le propose à chaque fois. Aujourd'hui, ce que crée le film, c'est un espace de communion qui continue, en fait, un espace collectif qui continue pour les membres de la perm, puisqu'il n'y a plus de local, puisque la perm a fermé. C'est l'occasion de se retrouver, et c'est l'occasion de perpétuer ce lien, de continuer de réfléchir à l'avenir, de quel projet on peut monter. Là, on est en train de réfléchir tous ensemble à une idée de podcast. Il y a tellement de débats à la perm que si on met 5 micros et qu'on s'organise un petit peu, il y a des super choses qui peuvent émerger. Donc on a des projets collectifs encore. J'espère que le travail de Solo, le travail de Mathieu, le travail de Walter pourra continuer d'être visible grâce au film, avec le film. Et après, tout est envisageable. Tout est envisageable. La perm, c'est un endroit d'expérimentation. Il peut se passer plein de choses. Ça peut être du théâtre forum, ça peut être un podcast, ça peut être faire un court-métrage. On continue avec Afali et Solo de travailler sur le court-métrage qu'il essayait de mettre en place à l'époque du film, Talent gâché. Concours de Tieb, festival culturel, tournoi de foot. Il y a plein de choses qui peuvent émerger. Et le film continue de donner du fuel et de l'élan, et puis de sentir que le public qui voit le film, y compris un public blanc senior, s'y intéresse, ça donne de la force à tout le monde. Ouais. Et ça qui est beau, je trouve, c'est que le film, il vient en troupe, quoi.
C'est-à-dire que même quand vous étiez sur scène, il y avait toute l'équipe qui était venue. Quand vous le projetez, il y a la discussion après. Il y a Solo qui fait son expo. Enfin, du coup, ça amène. J'ai l'impression que Belleville se déplace, quoi. C'est l'objet. Ouais. C'est vraiment l'idée ouais, c'est ça, de faire bouger le quartier, de faire se déplacer le quartier avec le film pour en fait oui, se servir du film pour évoquer la perm, pour continuer de faire vivre cet endroit, cette manière de concevoir le lien. Ouais, de voir la vie, quoi. Absolument. Un rapport collectif, un rapport de partage. Solidarité. Ouais, ça marche très très bien, je trouve. Et aussi, je voulais savoir quels sont vos prochains projets par rapport à ce qu'il y a. Parce que même quand j'ai vu le film Belleville, je me dis, mais en vrai, on a envie de savoir ce que va devenir la perm, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir ce que va devenir chacun dans leur vie. Genre, je me suis imaginé une série, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça serait dingo, quoi. Alors, mes prochains projets. Avec la perm, j'ai beaucoup de projets, mais qui sont pas forcément des projets de film. Comme je vous le dis, un projet de podcast, l'accompagnement des courts-métrages. Et moi, aujourd'hui, je suis un membre de la perm à part entière. Et je sais que si demain la perm retrouve un fief, je me suis proposé, en tout cas plusieurs fois, de tenir un pôle artistique où je pourrais aider les jeunes qui veulent faire leur premier clip, les courts-métrages, un podcast, peu importe. Il y a plein de choses une expo photo, il y a plein de choses qu'on peut essayer de mettre en place. C'est vraiment ce que disait Alice, l'une des avocates, lors du débat. La perm, ça sert aussi à rassembler nos forces. Et donc, moi qui ai un réseau d'artistes autour de moi, les faire venir à la perm, les faire participer, continuer d'enrichir cet espace et d'offrir d'autres possibilités aux jeunes de Belleville. C'est vraiment essentiel et c'est un travail que j'ai envie de continuer de faire en dehors du film. Après, oui, on pourrait faire plusieurs films sur la perm, on pourrait faire une série. Moi, j'y ai passé là 4 ans, donc je sais pas dans quelle mesure. Je sais pas où les choses me mèneront d'un point de vue cinématographique par rapport à Belleville et à la perm. J'ai d'autres projets, mais qui sont très embryonnaires pour l'instant, donc je vais pas en parler ici. Et moi, je fais aussi beaucoup de montage. Donc, en ce moment, je travaille plutôt en tant que monteur sur des projets. Et puis, j'ai un film que j'ai co-réalisé pour France Télévisions pour la plateforme Slash l'été dernier. On n'a pas encore de date de diffusion, mais qui va sortir dans les prochains mois. Sur une école de mode à Marseille. Qui s'appelle Studio Lausier. Qui est une école de mode basée uniquement sur le principe d'upcycling. Oh, trop cool. Voilà. Avec un défilé en fin d'année, la première Slow Fashion Week qui a été créée à Marseille en juin dernier. Voilà. Donc c'est un portrait croisé de 4 élèves de cette. C'est très important, évidemment. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes envies profondes de pas faire un film de sujet, de faire plutôt un film de personnage. Et donc de m'attacher à la personnalité de chacun. Je suis très fier et très heureux quand j'entends certaines réactions après avoir vu le film, de spectateurs ou de spectatrices qui me disent s'être attachés. Et malgré la multitude de personnages qui existent dans le film, parce que c'est vraiment un film choral, il y a 16 personnages principaux, et la perm c'est encore plus que ça, quand certains spectateurs ou spectatrices me témoignent du fait qu'elles se sont attachés à certains, qu'on reconnaît la personnalité d'un tel et d'un tel, malgré la multitude de personnages, malgré l'idée d'un film collectif, qui a des marqueurs. Alors parfois c'est une voix, parfois c'est une coupe de cheveux, parfois c'est une tenue, parfois c'est une posture, parfois ça peut être plein de choses. Et on a vraiment essayé de les... D'abord, ils ont tous des personnalités, toutes des personnalités très marquées. Et donc, on a eu envie que chacun puisse être, à un moment ou à un autre, la locomotive du film. Et de pas forcément se concentrer sur la trajectoire de l'un ou de l'autre, mais plus que chacun à son moment. Parce que c'est comme ça aussi que vit la perm, c'est comme ça qu'existe la perm. Il y a des personnages qui deviennent extrêmement importants dans la deuxième partie du film, qu'on voit pas beaucoup pendant la première partie, parce que soudain, Kani, elle arrive à la perm et elle dit « moi je veux faire Belleville en vrai ». On l'a pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup entendu avant, mais dès lors qu'elle arrive pour ce moment-là, elle devient la locomotive de la perm, donc du film. Il y avait cette énergie-là. Après, par rapport au début du film, il y avait quelque chose d'intéressant dans votre question. On commence par une scène de clip de rap, de tournage de clip de rap, qui est interrompue par une intervention policière.
Et après la première scène à l'intérieur de la perme, on remontre les jeunes, une fois que la perme est fermée, en train de faire des tractions dans la rue, en train de traîner un petit peu. Et il y avait l'idée de jouer un petit peu, toute proportion gardée, mais de jouer un peu du cliché et de la stigmatisation de ces Oui. jeunes autour de ces images-là. On tourne un clip de rap, on fait de la muscu dans la rue, il y a les flics, c'est vraiment un quartier, avec tout l'imaginaire médiatique, très souvent assez nauséabond, qu'il peut y avoir autour de ça, pour mieux le contrer pendant tout le reste du film, pour bien montrer que ces mêmes jeunes, là, encapuchés dans la rue, qui pourraient être intimidants pour des blancs du même quartier, en fait, vivent quelque chose que ces personnes-là qui vont les juger, les stigmatiser, ne soupçonnent même pas. D'avoir ces débats-là, d'avoir cette envie d'avoir autre chose que la rue, Mhm. et de tendre vers autre chose. Donc on a volontairement appuyé au début du film assez fort sur certains clichés, euh, tout en sachant pour mieux les démonter ensuite. Oui, Voilà, ok. il y avait cette envie. Et ensuite, oui, sur les personnages, moi, de toute façon, c'est ça qui m'a attiré à la perme, c'est la personnalité des gens, c'est leur âme, c'est leur gentillesse, leur humour, Leur joie, ils sont tous joyeux, voilà, je leur trouve. joie. Tout ce Mhm. qui fait que ce sont des êtres humains complexes et passionnants. Mhm. Donc c'est vraiment un film de personnages. Et pourtant, il y a plein de sujets qui traversent le film, évidemment. Gentrification, le racisme, la jeunesse, le collectif. Il y a évidemment beaucoup de L'avenir. sujets, Mhm. l'avenir. Il y a beaucoup de sujets qui traversent ce film. Mais je pense avant tout que c'est un film de personnages. Ouais, d'accord, ok. Moi, je vois tout à fait. Et du coup, tu as d'autres questions ou pas? Non? Ok. Et du coup, une petite tradition dans l'association, c'est qu'à la fin de l'interview, on demande à chaque fois au réalisateur s'il pouvait résumer son film en un seul mot. Ça serait quoi? En un seul mot. Ouais. Perme. Mais Ferme? bon, ouais, mais enfin, ça résume pas le film, c'est l'endroit, c'est le cœur Du coup, peut-être plus un ressenti que vous avez eu en faisant le film? ensemble. Ensemble? Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Hugo. Merci pour Merci à vous. l'interview.